Oui, juste dire effectivement qu'on vient de faire avec Barbara Allen, qui devait venir mais qui n'a pas pu, une évaluation, enfin un livre fondé sur l'évaluation très approfondie d'une dizaine d'opérations de rénovation urbaine, mais bon, s'appuyer sur une vingtaine d'autres analyses de quartier qu'on connaît très bien un peu dans toute la France, parce qu'on a à la fois je dirais des missions de chercheurs, mais aussi de conseils auprès des acteurs sur les projets de programmation. Alors, ce qui en ressort, c'est d'abord bien se dire que nous, on a... oui, enfin, oui, ça passe là, à peu près. Bon, bref. Cette évaluation, cette approche, c'était vraiment de voir quels pouvaient être les effets sociaux de l'amélioration des formes urbaines, mais aussi de la gestion urbaine, hein, puisque, bon, pour nous, là, on ne va pas en débattre, mais je dirais l'espace, sa conception, ses modes d'organisation traduisent et à la fois contribuent à la structuration du fonctionnement de la société. Dans notre jargon, je dirais, médiatise les interactions sociales. Il n'y a pas de lien social qui ne soit pas lié, médiatisé par l'espace, à commencer par l'espace dans lequel on est aujourd'hui. Et en fait, c'est pour nous un support potentiel de développement des pratiques et des interactions sociales. J'insiste sur la notion de potentiel. Et effectivement, ça n'a pas des effets mécaniques sur les pratiques, mais ça crée les conditions de possibilité. Et effectivement, ces possibilités ne sont pas les mêmes suivant les configurations, suivant la qualité des espaces. Alors, plutôt que parler d'espaces vides, moi, je parle plutôt d'espaces en creux. Parce que le vide laisse à penser que c'est un peu, je dirais, morne-plaine, alors que ce sont des espaces bordés, organisés. Et alors avec un paradoxe déjà, c'est l'espace public est en fait pour une large partie structuré et qualifié par les espaces privés qui les bordent, à travers les modes de clôture, les espaces résidentiels qui bordent les immeubles, les façades des immeubles, et vous voyez très bien ce qu'on voit, j'y viendrai à la fin parce que je suis un peu traumatisé puisque je viens de faire aussi l'évaluation d'une dizaine d'écoquartiers et on voit se développer des façades aveugles par kilomètre. Et rien que sur ce phénomène-là, vous voyez une rue ou une place qui est entourée de façades aveugles, qui est entourée notamment de rez-de-chaussée aveugles. Dans les écoquartiers, on reloge les voitures au rez-de-chaussée avec soit des grillages, soit des façades aveugles. Et bien, comme par hasard, personne ne s'y promène. Ça devient des vides urbains terrifiants et des vides insécures. On est d'ailleurs dans un paradoxe, on cherche la sécurité, mais on crée les conditions de la sécurité. Et donc, on a un drame, puisque l'espace public va être lié à la fois à la configuration urbaine, mais aussi à l'architecture des immeubles qui les bordent, et on est dans un divorce, un clivage absolument dramatique entre urbanisme et architecture, une guerre entre ces professions, et on voit que, eh bien, effectivement, la rupture de l'alignement des bâtiments, c'est aussi le développement d'un narcissisme où on voit bien les architectes veulent mettre en scène leur œuvre, posent leur œuvre la plus isolée possible des autres environnements au lieu de s'y intégrer. Et on verra que c'est particulièrement dramatique pour les équipements publics. Et c'est vrai qu'on milite pour ce qu'on appelle une architecture urbanisante. Bon, il y a un des représentants, c'est Roland Castro, avec lequel je travaille. Là, c'est une photo d'une restructuration d'un quartier à Boulogne-sur-Mer, qui est un quartier sordide, et il a créé cet univers pour des gens extrêmement pauvres, et ce quartier fonctionne remarquablement bien, et justement, il y a tout un jeu de placettes, comme celle qu'on a vue là. Alors, les espaces publics ont un rôle absolument crucial, parce que c'est vraiment là que peut se développer la mixité. C'est pour nous la mixité socio-urbaine, la mixité sociale, je dirais la vraie, dans le fonctionnement social. Actuellement, dans le renouvellement urbain ou dans les écoquartiers, on cherche à faire de la mixité statistique, je dirais, avec un pourcentage de logements sociaux, de logements privés.
La question, c'est de savoir comment ça va marcher, quelles sont les interactions sociales, et on se rend compte que la mixité dite sociale à l'échelle des immeubles, c'est effectivement très difficile de faire vivre ensemble des gens qui ont des modes de vie, des cultures très différentes. Par contre, on voit dans plein de lieux que l'espace public peut recueillir des gens, peut permettre une cohabitation effectivement très harmonieuse entre des gens extrêmement différents. Il s'avère qu'avec l'architecte, l'urbaniste Jean-Didier Laforgue, on a travaillé sur la requalification du quartier de Beaubourg. On a là un exemple peut-être d'une place qui offre la plus grande mixité sociale au monde. C'est-à-dire vous avez à la fois les amateurs d'art, les milliardaires japonais ou américains, et vous avez les loupards de la Courneuve. Et ça vit très bien ensemble. Vous avez le café Coste et vous avez le shish kebab à côté. Et alors qu'on a une ségrégation résidentielle extrême, 14 000 € le mètre carré du logement, on a dans l'espace public une vie, une animation urbaine tout à fait remarquable. Donc c'est vraiment un enjeu pour assurer la cohésion sociale. Juste je note un paradoxe. Grosso modo, on se rend compte quand dans les villes denses où l'espace public est vivant, bien traité, en fait, ça n'est que 20% de l'espace. Et inversement, plus on a donné d'espace, alors on a soit des espaces collectifs, soit des espaces publics, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans les grands ensembles, on a un renversement de la proportion, donc on se dit, c'est formidable, c'est très généreux, et c'est des lieux effectivement totalement dilatés, et où là on est aussi dans des grands vides, des lieux où on a des tensions sociales. Donc c'est quand même un sacré paradoxe, ce qui veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin en termes fonciers de grands espaces pour favoriser une vie sociale, des usages. Alors, en ce qui concerne le résultat de l'évaluation qu'on a faite, on a un clivage tout à fait étonnant. C'est grosso modo les projets de rénovation urbaine. On reconstitue des rues, on d'abord recrée des trames urbaines, justement des rues publiques, dans des univers qui en étaient dépourvus, puisqu'au nom de Le Corbusier, alors là, les rues avaient été assassinées. Il n'y en avait plus. Et on avait des sortes de grands îlots immenses, ou alors des îlots sur dalles, totalement imbriqués, enfin des formes effrayantes. Et donc il y a eu un travail assez sérieux de recomposition urbaine, de recréation de voiries, et bien souvent un travail très intéressant de qualification à la fois de ces rues, ne serait-ce que tout bêtement les sols, créer des trottoirs, là, il n'y en avait pas. C'est un point auquel je suis très sensible. Je me suis rendu compte qu'un quartier paraît paupérisé, dégradé, déjà quand le sol est défoncé. Quand le sol sur lequel vous marchez, moi je dis le plancher des vaches est défoncé. Donc j'ai beaucoup de respect sur le travail des techniciens, sur la qualité des sols. Et c'est vrai qu'en plus on a des progrès très intéressants sur le plan technique, et notamment qui facilitent l'entretien, le nettoyage, de ces choses-là. Donc là, dans les exemples qu'on donne, on voit bien qu'on a recréé des rues très intéressantes. Et globalement, bon, il y a des ratés, mais globalement, le travail sur les rues, sur les fronts de rue, sur la reconstitution de fronts urbains est en général très intéressant. Par contre, là, on est, tu peux avancer, là, on est dans quelque chose de très inquiétant. C'est d'abord la conception des équipements publics. Alors c'est vrai qu'on peut être un fan de la modernité. Moi, je signale qu'on a quand même un paradoxe qui est que l'on va mettre des équipements hyper modernes et avec une fascination pour l'esthétique de zones industrielles. C'est-à-dire beaucoup de ces équipements, c'est de la tôle, c'est du plastique, ça ressemble à des hangars, et ça on l'offre aux pauvres parce qu'effectivement les bourgeois n'en veulent pas. Mais là, effectivement, on a premièrement ce problème. Si on voit ces deux exemples, c'est justement des équipements posés au milieu de nulle part. Il n'y a aucune composition, ça ne favorise pas, il n'y a même pas une placette devant. Alors on en a d'autres exemples où justement façade aveugle de l'équipement sur la rue, ou des entrées sur l'arrière. Ricciotti a fait un théâtre à Gennevilliers, c'est impressionnant. Sur la rue, c'est une façade morte, et puis l'entrée sur le côté.
il n'y a pas du tout de place, pas d'espace un peu agréable. Oui, oui, non, c'est bon, j'y suis, je suis dans les temps. Donc la suite, donc les équipements n'ont pas été utilisés justement pour composer les places, pour participer à leur animation, à les former. Je peux avancer. Donc, et alors, ma photo du haut est pas très bonne, mais alors les places, là, on est dans une situation assez dramatique. Alors, je vous rassure, on n'a pas vu une vraie place enfin, sur la trentaine de quartiers que j'ai pu analyser, j'ai pas vu une place bien conçue. C'est des grands vides surdimensionnés, parfois d'ailleurs mal localisés, pas l'endroit où il pourrait y avoir un vrai pôle urbain. On a justement un agencement tout à fait surprenant en retrait des équipements. On a une espèce de mépris, je trouve, parce qu'on n'hésite pas à mettre des édicules techniques, des rampes de garage sur ces espaces. C'est vraiment, c'est même pas sur l'arrière des bâtiments, mais juste sur les places. Et puis, alors si on voit les bâtiments, justement, alors là, ça rejoint ce que disait Salinte, on n'a pas du tout de composition, c'est souvent très éventré. Alors on a des bâtiments hors d'échelle, on a aussi des façades aveugles, pas de traitement des entrées, etc. Donc je vous dis, on n'a pas vu une place intéressante. Mais c'est le même problème sur les ZAC, pour travailler sur des opérations d'aménagement. Et le clou, vous verrez, sur les écoquartiers aussi. Alors voilà, on a fait l'évaluation des écoquartiers, voilà à quoi ça ressemble. Alors, à part les économies d'énergie, que l'on m'explique en quoi c'est écologique, d'avoir ces univers, c'est le retour de l'urbanisme sur dalles, sur pilotis. À gauche, c'est la place voilà une place toute neuve à Nantes, le quartier de la Chênaie. Eh bien, vous avez un bâtiment en façade plastique et une espèce de grande dalle, un grand vide. Alors, comme des gens ont râlé, ils ont quand même posé un arbre. Mais vous voyez, c'est pas du tout, en plus, en bordure d'une route, enfin d'une voie très routière, non pas d'une rue. C'est complètement explosé en quelque sorte. Et effectivement, alors ça a des effets. Je travaille beaucoup sur le développement commercial. On voit aussi que sur des grands espaces comme ça, dilatés, vous mettez de commerce, ils flottent, ils meurent parce que vous ne créez pas un univers un peu chaleureux où les gens ont envie d'être, de venir, de s'installer, etc. Voilà un peu le bilan, donc très contrasté, plutôt intéressant sur les rues, même si on a aussi des choses qui sont un peu inquiétantes. Mais sur les places, qui pourtant, justement, on affiche une volonté de mixité sociale, on affiche une volonté de cohésion sociale, et on sacrifie les lieux où cette mixité, cette cohésion sociale peuvent se développer, parce que c'est là que ça peut se développer. Donc voilà des univers. En gauche en haut, c'est l'entrée d'un équipement public. Donc vous voyez, il faut déjà savoir ce que c'est. En plus, qui offre une façade aveugle aux habitants qui habitent en face. Ils sont ravis d'avoir cette espèce de mur de Berlin devant chez eux. Voilà un peu l'univers auquel on est confronté.